Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire ADEME et Climate Dividends. On va attendre quelques petites minutes, peut-être 2 minutes, le temps que le nombre de participants se stabilise. Pour information, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez accéder au replay et au support après le webinaire. On vous enverra un autre mail et vous pouvez réagir notamment dans l'onglet conversation ou Q&R si vous avez des petites questions. Mais on redonnera les consignes dans 2 petites minutes. Bon, en fait, je vois que le nombre s'est stabilisé dès l'entrée. Donc, on va refaire un tout petit bonjour à nouveau. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat pour nous signaler que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que vous voyez également l'écran, le partage de Laura. En tout cas, bonjour à... Je vois des petits pouces, ok, super. Bonjour à toutes et à toutes. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire assez unique, puisque c'est la première fois qu'on lance un webinaire en partenariat donc avec Climate Dividends. Quelques petites informations pratiques que je vais remettre juste après dans le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R. Parfois, ça ne s'affiche pas, ça dépend des interfaces. Donc, n'hésitez pas dans ce cas-là à basculer vos questions dans l'onglet Conversation. Et le webinaire, encore une fois, est enregistré. Donc, vous pourrez accéder à toutes les ressources après le webinaire quand on vous enverra un petit mail. On commence, Arnaud, est-ce que je te laisse la main? Parfait. Merci beaucoup, Laurane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Arnaud Marek, je suis le directeur général d'ADEME Act Solutions, la filiale de l'ADEME en charge notamment de toutes les formations autour de Act et de l'animation de la communauté. Comme le disait Laurane, on est très heureux de lancer un peu ce premier webinaire en partenariat avec un tiers extérieur à la communauté Act, donc en la personne de Laura Bollier qui va vous présenter l'association Dividende Climat et vous présenter notamment toute une réflexion autour d'un programme sur lequel on a échangé et sur lequel on pourra intervenir, nous, au niveau de la formation. Pour nous, c'était important de pouvoir vous parler de ce partenariat avec les dividendes climat, déjà parce que l'ADEME fait partie de la gouvernance de l'association Climate Dividends, que c'est dans ce cadre-là que j'avais été amené à rencontrer Laura il y a quelques mois et qu'on s'était dit que c'était important de pouvoir commencer à collaborer ensemble. Et c'était d'autant plus important que ce que va vous présenter Laura, pour nous, constitue vraiment une proposition de valeur pour vous en tant que consultant qui dans le contexte que l'on connaît tous et dans cet objectif de pouvoir amener toujours plus loin la transition, nous paraît fondamental. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans cette heure qu'on va passer ensemble, surtout n'hésitez pas à poser toutes les questions à Laura, que ce soit sur les principes des dividendes climat et sur l'action très opérationnelle qu'on va vous proposer à l'issue de ce webinaire. Donc, je garde pas plus longtemps la parole, je vais la donner à Laura. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la partie questions-réponses. Et puis, Laura pourra y répondre au fil de l'eau en fonction des questions que vous aurez. Et puis, sinon, avec Laurane, on s'assurera de vous apporter tous les éléments de réponse. Bon webinaire. Et puis, Laura, à toi la parole. Merci Laurane, merci Arnaud et bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement ravie et honorée d'être d'initier ce cycle de webinaires d'Act Solutions. Donc merci beaucoup pour votre confiance à tous les deux. Donc
Peut-être, je pense que parmi les gens ici, certains nous connaissent déjà, mais bon, voilà, l'idée, c'est quand même de repartir un tout petit peu des bases pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, pour une fois, j'ai commencé une présentation de manière un peu officielle en se demandant qui on était. Donc, pour placer vraiment bien le contexte et venir après, ensuite, rentrer dans le cœur du réacteur. Euh, Donc, l'association Dividende Climat, c'est une association loi de 1900, donc d'intérêt général à but non lucratif, qui a été créée début 2023 par plusieurs membres fondateurs dont vous voyez les logos ici, donc dont l'ADEME, comme le disait Arnaud, mais aussi des fonds comme Mirova, Team for the Planet 2050 et des entreprises engagées dans la durabilité au sens large comme SWIP ou la Fondation Canopé Partage. Euh, et la mission vraiment globale de l'association, c'est d'accélérer le financement de la transition écologique avec notre approche qui est vraiment de se dire comment on fait pour que les mesures d'impact soient plus comprises, utilisées et valorisées. Il manque donc un superbe S à ma slide, mais c'est pas grave, par les systèmes économiques et financiers. Et donc notre objectif, c'est vraiment de se dire comment on fait pour avoir un monde où l'extra-financier compte autant que le financier. Au sein de cette mission qui est très large, notre premier focus, et c'est celui dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est comment on encourage du coup euh, l'investissement, donc un type de mécanisme, et dans des solutions climatiques qui contribuent à la décarbonation, donc un type d'impact, le carbone, le climat. Et pour ça, on déploie un mécanisme qui s'appelle les dividendes climat et dont on va reparler abondamment aujourd'hui. Donc, on est vraiment au sein d'un écosystème, des membres fondateurs, voilà, un conseil d'administration et un comité stratégique de assez haut niveau, et on a vraiment beaucoup de chance d'être dessus, mais surtout, on a vraiment vocation à être au sein d'un écosystème avec plein de partenaires, dont vous ferez, j'espère, encore plus partie dans ces prochaines semaines et mois. Et du coup, moi, au sein de cette aventure. Je suis donc la directrice générale opérationnelle aux côtés de notamment donc Brune Poisson, l'ancienne secrétaire d'État à la transition qui assure la présidence. Et puis on a une équipe à la fois technique, opérationnelle et développement avec lequel peut-être certains et certaines d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'échanger. Voilà, maintenant que cette présentation un peu officielle a eu lieu, on rentre dans le vif du sujet. Et pour info, contrairement à ce que j'ai dit, Laurane, comme je suis en partage, je ne vois pas les commentaires, donc je ne pourrai pas vraiment prendre des questions au fur et à mesure. Donc, sauf s'il y a vraiment des choses d'incompréhension, pas à m'interrompre. Et sinon, on les prendra en Q&A à la fin si ça vous va. Donc, l'idée de départ, c'était de se dire, aujourd'hui, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, on a évidemment besoin de sobriété, et ça, c'est non discutable, mais on a aussi besoin d'un certain nombre de solutions climatiques qui nous aident à décarboner certains usages qu'on veut garder. On veut continuer à se déplacer, se nourrir, se vêtir, au moins un minimum, se chauffer, se refroidir selon les contextes, etc. Et donc, pour ça, on a besoin de solutions climatiques qui permettent de décarboner ces usages, et donc, dans le monde où on a besoin d'investissements dans celle-ci pour que ces solutions climatiques puissent se déployer à plus grande échelle. Or, aujourd'hui, nous avons un problème. Nous en avons 40 000 dans le monde actuel, mais nous avons en tout cas un problème dans ce sujet, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissements dans ces solutions-là. C'est dû à plein de raisons, évidemment, mais notamment au fait que la contribution climatique de ces solutions, elle n'est pas reconnue vraiment à sa juste valeur. Et si je prends un exemple très concret, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes une entreprise qui fait des pompes à chaleur ou des vélos ou qui fait solutions de recyclage, par exemple, évidemment, ces solutions-là, elles vont induire des émissions pour les faire. Votre pompe à chaleur, c'est pas une opération du Saint-Esprit. Il a fallu la produire, la livrer, il faut la maintenir, il faut la réparer, etc. Donc, elle pollue. Et évidemment, il faut essayer de réduire et d'optimiser au maximum les émissions induites liées à cette création de pompes à chaleur. Et ça, c'est quand même relativement standardisé. Mais a priori, à chaque fois que vous vendez une solution à un client ou un utilisateur, vous l'aidez lui à se décarboner. Et en fait, ce qu'on appelle des émissions évitées ou séquestrées, mais je vais surtout parler d'émissions évitées aujourd'hui, c'est ce que vous aidez les autres à réduire. Aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qu'on veut maximiser parce que plus vous aidez d'autres gens à décarboner, plus globalement on se décarbone. Or, en fait, c'est assez peu standardisé, c'est souvent laissé de côté dans les évaluations, les frameworks principaux.
Et du coup, c'est très difficile, impossible, c'est peut-être un peu dur, mais c'est très difficile à valoriser pour les entreprises. Et côté investisseur, bah, on est peu incité en fait à investir là-dedans, puisque bah, en fait, ça n'a pas forcément de lien direct avec la partie financière. Et en plus, c'est bah, difficile à valoriser même sur la partie purement impact, puisque la plupart des frameworks, même classiques, vont regarder le portefeuille, enfin l'empreinte carbone du portefeuille. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on a créé les dividendes climat, pour rendre plus mesurable et valorisable la contribution climatique positive d'une activité et les investissements qui les soutiennent. Et donc, très concrètement, pour une tonne de CO2 évitée ou séquestrée par l'entreprise, on va pouvoir émettre et distribuer un dividende climat. Si on rentre un peu plus dans le détail, comment ça fonctionne? Peut-être juste, pardon, avant de dire ça, très important, et vous allez le recomprendre quand on va rentrer dans les détails, un dividende climat, c'est une information extra-financière. C'est pas de l'argent et ça rentre pas dans de la compensation. Très concrètement, c'est un processus en 5 étapes. Donc, si on continue avec mon exemple de cette entreprise qui fait des pompes à chaleur, la première étape, c'est qu'elle va vérifier qu'elle est éligible. Il y a un critère à l'échelle de l'entreprise, c'est qu'elle doit avoir fait son bilan carbone. L'idée, c'est qu'on ne parle pas de ce qu'on fait de bien sans savoir ce qu'on fait de mal. Je schématise un petit peu, mais voilà. Et si c'est une entreprise un peu plus grosse, elle doit avoir fait un plan de transition, par exemple avec Act, pour vraiment être dans une démarche de transparence. Mais ce que vous entendez là, et je pense que c'est vraiment important nous, dans notre démarche, c'est que on n'est pas obligé d'être une entreprise, une pure climate tech qui fait que des pompes à chaleur. Vous pouvez être une PME, une ETI ou même un grand groupe qui est engagé dans une démarche de transparence et de décarbonation et qui a une activité décarbonante et qui veut justement essayer d'accompagner sa transition pour déployer plus cette nouvelle activité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a juste ce critère à l'échelle de l'entreprise et ensuite des critères à l'échelle des activités. Les activités, elles doivent vraiment être décarbonantes, donc soit éligibles à la taxonomie, soit citées dans le rapport du GIEC, par exemple, etc. Une fois qu'on a une entreprise et une activité éligible, donc si mon entreprise elle fait que des pompes à chaleur et qu'elle a fait son bilan carbone, c'est bon. Ensuite, on rentre dans le cœur du réacteur, il va falloir mesurer ses émissions évitées ou séquestrées, donc sa contribution climatique positive. Là, l'idée, c'est de pouvoir du coup utiliser le protocole des dividendes climat, qui est donc notre document source dans lequel il y a à la fois toutes les étapes que je suis en train de vous décrire, mais aussi des règles très spécifiques de méthodologie d'évaluation d'impact, qui viennent expliquer comment faire. On n'a pas réinventé la roue sur les émissions évitées. Je pense qu'ici, on a un public de gens relativement avertis, mais on vient proposer un document qui est globalement assez aligné avec ce qui est proposé aujourd'hui par le WBCSD, donc le World Business Council of Sustainable Development, mais qui est un peu plus précis, puisque nous, on veut vraiment être un standard et pas une guidance. Et donc, il y a ce protocole générique mais assez précis, qui explique comment on choisit un scénario de référence, comment on choisit l'unité fonctionnelle, comment on attribue entre les différents acteurs d'une chaîne de valeur les émissions évitées, etc. Et puis ensuite, on va avoir ce que nous, on a appelé, pour rester assez humble, des cookbooks, ce sont les déclinaisons sectorielles de ce protocole. Très concrètement, ça veut dire quoi pour les ENR, pour l'énergie thermique, pour la rénovation dans le bâtiment, pour la mobilité, etc. Pour ces cookbooks sectoriels, on a vraiment une approche qui va dépendre de ce qui existe. Premièrement, s'il existe sur le marché déjà une méthode qui fait consensus, qui est conforme aux règles du protocole, on va juste reconnaître ça. On ne cherche absolument pas à réinventer la roue pour réinventer la roue. Néanmoins, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler un peu plus en amont là-dessus. Et du coup, soit ça va être des choses très niches et on va les co-développer avec une entreprise, mais ensuite, bah, c'est un cookbook qui est disponible pour tous. Je vous donne un exemple très concret. On a bossé avec Cool Roof, c'est une entreprise qui peint les toits en blanc pour diminuer l'effet albédo, pour derrière diminuer les besoins de climatisation notamment. Bon, bah, il n'y avait pas de méthodologie internationale reconnue standard sur le cool roofing parce que c'est assez nouveau. Donc on est parti de ce qu'ils avaient et maintenant on a quelque chose qui fait que si on a une nouvelle entreprise qui vient dans le secteur, elle doit utiliser la même chose. Le troisième cas, c'est quand il existe déjà plein de choses. Je pense par exemple aux ENR, où en fait, c'est pas une absence de méthode, c'est une prévalence. Il y avait tellement de méthodes que ça devient, en fait, on se rend compte que c'est très compliqué parce que les choses sont incomparables. Et donc là, on vient faire un travail de coordination et de un peu décision de, bah voilà, là, on va trancher comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire qu'au moins, on est sûr que nous, tout le monde va utiliser la même chose quand on est dans cette approche.
Donc, on a ce protocole générique et ces cookbooks sectoriels qui permettent à la fois d'avoir quelque chose de beaucoup plus standard, de fiable et de comparable, mais aussi qui permet d'avoir des trucs sur étagère qui peuvent être très utiles pour les boîtes directement ou pour des consultants qui les accompagnent, et on en reparlera tout à l'heure. Tout ça, c'est ensuite, ça permet à l'entreprise ou à son prestataire ou à l'investisseur de formaliser tout ça dans un document qu'on a appelé un Solution Detail Declaration qui dit voilà comment je suis éligible, voilà la méthode que j'ai suivie et comment je suis conforme au protocole, et voilà ce que ça donne en calcul. Ça permet ensuite d'arriver à l'étape de validation et de vérification par un tiers indépendant. Là, on a des tiers indépendants qui sont donc des auditeurs extra-financiers qui ont suivi une certification Climate Dividends pour qu'on soit bien sûr qu'ils savent de quoi il s'agit, qui viennent la première année valider la méthode et la conformité au protocole et vérifier le calcul. Les années suivantes, ça sera la validation, elle est donnée pour 5 ans. Les années suivantes, ça sera une vérification uniquement du calcul. Une fois que tout ça, ça fonctionne, si tout s'est bien passé, évidemment, ce qui n'est pas garanti, c'est le principe, mais ça permet de convertir les émissions évitées en dividendes climat. 1 tonne, un dividende, assez simple, qui sont émis sur un registre public qui est tenu par l'association. Et donc, il y a une grosse dimension de transparence associée à la démarche. Et enfin, ça permet de distribuer des dividendes climat. Donc là, on fait un split equity debt. Excusez-moi pour mes anglicismes. J'ai essayé de pas trop en faire, mais c'est sûr que ça va être un échec. Et ensuite prendre la quote-part de votre prorata du capital pour avoir, en tant qu'investisseur, les dividendes climat associés. Donc, si mon entreprise elle a fait un claim de 100 tonnes de CO2 évitées qui ont été validées, et qu'elle émet 100 dividendes climat et qu'on dit, dans un exemple simple, il n'y a pas de dette, eh ben, mon entreprise avec 40% du capital va recevoir 40 dividendes climat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de l'argent. L'investisseur, il ne reçoit rien. Financièrement, je veux dire. Il reçoit un dividende climat. Mais pourquoi on a appelé ça un dividende? Parce qu'en fait, pour nous, c'est le miroir d'un dividende financier. Si vous repensez au schéma, vous voyez une entreprise, elle a souvent besoin d'investissement pour lancer sa production, faire une solution, la vendre à un client. Et quand cette solution, c'est pas juste un KitKat, mais c'est une pompe à chaleur ou une solution climatique quelle qu'elle soit, en plus de faire des revenus, elle a eu un impact. Elle a généré des émissions évitées ou séquestrées. Ça, à l'échelle de l'entreprise, elle va pouvoir le dire. J'ai gagné tant d'argent, j'ai évité tant d'émissions. Si elle veut retranscrire ça vers l'investisseur, lui donner la preuve de cette création de valeur, sur la partie économique, elle a les dividendes financiers, qui sont certes un retour de cash, mais qui sont aussi une preuve de cette création de valeur. Sur la partie climatique, elle n'avait rien. Et là, c'est là où les dividendes climat viennent s'insérer comme une preuve de création de valeur climatique. Et c'est en ça qu'on appelle ça le miroir du dividende financier. Concrètement, ça a 2 principales valeurs ajoutées et intérêts. La première, c'est que c'est la standardisation qu'on aide, puisque un dividende climat, c'est vraiment un filtre standardisant de cette contribution climatique positive. L'idée, c'est de se dire, on sait que quand quelqu'un émet un dividende climat ou parle d'un dividende climat reçu, on sait que ça a suivi certaines règles, c'est forcément conforme à certaines règles, que ça a été vérifié par un tiers indépendant, donc que ça a validé et vérifié, et que c'est transparent. Donc, c'est vraiment une crédibilisation de ça. Ça ne vient absolument pas, et je le reprécise bien, en compensation ou à la place d'évaluation négative, c'est en complément, mais ça permet qu'on l'utilise vraiment pour faire des choses très concrètes. Et je vais revenir dessus. Et le deuxième élément, c'est que ça permet la traçabilité entre l'impact et la logique économique et financière. L'idée, c'est que le dividende climat, pour un investisseur, c'est un lien très tangible et c'est surtout une mesure de l'efficacité de l'allocation de la bonne allocation de son capital. Ce n'est pas une mesure de son additionnalité, c'est vraiment une mesure juste de l'efficacité de l'allocation de son capital. Mais ça lui permet d'avoir une mesure, un lien tangible, transparent de ça, qui est hyper intéressant, puisque par exemple, un investisseur va pouvoir recevoir les dividendes climat et les redistribuer à ses LPs, typiquement. Et puis, le parti pris derrière, en tout cas, ce que nous, on pousse aussi, c'est de se dire que le fait de passer par le concept de dividende climat, plutôt que d'émissions évitées, donc là, je pense, je ne sais pas exactement tout le monde qui est connecté, mais qu'ici, on est dans un public d'experts où tout le monde comprend ce que c'est que des émissions évitées, mais vous savez aussi que c'est un concept qui n'est pas si facile en externe, notamment dans des publics financiers plus traditionnels. Et donc, l'idée, c'est de se dire que le dividende climat, ça peut être une notion plus vulgarisante,
qui est plus facile à adopter, puisqu'on sait que ça fait signal climatique positif, comme un dividende financier est un signal économique positif, même si on n'est pas un expert de la finance ou du secteur, on sait déjà que ça veut dire ça. Et derrière, l'idée, c'est que ça permette plus facilement, en plus, de reproduire ce qu'on connaît comme avec les dividendes financiers pour s'intégrer dans des logiques financières. Donc, typiquement, via des ratios comme un Climate Return on Investment, donc retour sur investissement climatique, euro investi vs Climate Dividend, ou ce qu'on a appelé un Contributive Economic Intensity, donc chiffre d'affaires vs Climate Dividends émis côté entreprise. Tout ça, ça permet plus facilement de rentrer ça en due diligence, en reporting, et potentiellement demain en valorisation financière des entreprises. Là-dessus, c'est le petit point un peu peut-être technique, c'est de se dire, aujourd'hui, la capacité d'une... Enfin, il y a une sorte de goodwill climatique qui serait une sorte de... Le goodwill, c'est, je précise si jamais certains ne l'ont pas en tête, quand on fait de la valorisation financière d'une entreprise, c'est quelque chose qui... C'est des actifs intangibles qui ont une valeur financière. Le grand exemple, c'est la marque. Si vous achetez des actions Coca-Cola, par exemple, vous allez payer la marque de Coca-Cola. Mais combien vous payez la marque de Coca-Cola, c'est discutable. Peut-être que Arnaud, il voudra la payer plus cher que moi parce qu'il adore Coca-Cola ou parce qu'il a des synergies avec d'autres entreprises qu'il possède, ou j'en sais rien. Mais il va devoir essayer d'expliquer et de trouver des méthodes pour lui donner une valeur. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de goodwill climatique. Donc, l'idée que les gens seraient prêts à payer plus cher pour une entreprise qui a un impact climatique positif, elle est assez répandue. Mais dans les faits, ce goodwill, il n'est pas trop payé. Parce qu'on ne sait pas très bien comment l'appréhender, comment le quantifier. Et puis aussi parce que fondamentalement, en tant qu'investisseur, on ne veut pas être le seul à le payer. Parce que sinon, ça ne s'appelle plus un goodwill, ça s'appelle ça te fait avoir ou avoir pris une mauvaise décision financière. Et du coup, là, l'idée, c'est que la capacité d'une entreprise à générer des dividendes climat, ça soit une manière de quantifier plus facilement ce goodwill climatique et de lui donner une valeur financière plus facile et plus partagée, parce que vous savez que les uns et les autres vont potentiellement utiliser la même chose. Sans rentrer là peut-être dans tous les détails, mais dans la présentation que, effectivement, comme dit Laura, vous pourrez avoir après, vous aurez en annexe des use cases aussi un peu concrets. Mais aujourd'hui, les entreprises peuvent donc vraiment très concrètement utiliser les dividendes climat à la fois pour prouver l'impact positif de leurs activités, prouver à eux-mêmes ou en externe, mieux mesurer ce qu'elles font. À la fois, parfois, certains ont fait des mesures d'émissions évitées, peut-être avec certains d'entre vous, mais n'osent pas forcément communiquer dessus parce que c'est un travail un peu dans leur coin, etc. Ou au contraire, certaines ont du mal à le faire et donc bénéficient de ces ressources, de ces cookbooks, d'un éventuel accompagnement, etc. Peuvent en faire un élément de communication beaucoup plus serein, sans crainte de greenwashing, parce qu'il y a le contexte d'éligibilité, parce qu'il y a toutes les règles derrière. Ça peut être aussi utilisé dans des décisions plus de pilotage stratégique de business. Je pense notamment au cas où je vous disais au départ d'entreprises qui ne sont pas des pure players de climate tech, mais qui ont des activités plus classiques et des activités décarbonantes qu'elles essayent de développer. Ça leur permet de venir comparer entre je sais pas, deux types d'activités, lesquelles développer, d'embarquer plus leurs comex, leurs actionnaires pour valoriser et déployer en interne ce genre d'activité. Ça permet également effectivement d'engager ses collaborateurs dans la transition de l'entreprise. Typiquement, on a eu un témoignage d'une entreprise qui s'appelle Acorus, qui fait de la rénovation dans le bâtiment, qui voilà, nous disait à quel point ils avaient été surpris positivement de la bonne réception de leurs collaborateurs, qui ne sont pas forcément des adeptes de la RSE, etc., puisque c'est beaucoup d'équipes techniques, de chantiers, qui perçoivent peut-être parfois beaucoup la RSE et l'impact comme des contraintes, des questionnaires, des trucs comme ça, où là, pour une fois, c'était quelque chose de positif, qui venait valoriser leur activité, qui venait les engager plus dans la démarche, et donc voilà, que ça avait été assez favorablement pris, donc c'était assez intéressant de voir ce genre de choses. Et puis évidemment, il y a une utilisation un peu financière de ces sujets, à la fois sur le côté juste, c'est un KPI qui est plus fiable que n'importe quelle émission évitée qui sorte un peu du chapeau peut-être d'une boîte, et donc que les entreprises peuvent commencer à utiliser dans des prêts ESG. On a certaines entreprises qui ont négocié le taux d'intérêt pour un prêt ESG grâce aux dividendes climat. Et puis évidemment, dans une logique
soit d'engagement avec ces investisseurs, soit de réponse à leurs demandes, soit d'attirer des nouveaux investisseurs qui veulent être dans des démarches d'impact. Je brosse un peu large, mais ce qu'il faut vraiment bien voir, c'est que voilà, c'est un outil qui sert à la fois pour la boîte ou pour l'investisseur. On a vraiment les deux canaux d'entrée. Et si je vais un peu plus vite, voilà, on voit vraiment que c'est les deux qui vont rentrer dans la démarche et qui sert à la fois juste d'un KPI, qui est déjà en tant que tel un KPI plus fiable, plus facile à obtenir, etc., mais aussi derrière un KPI qu'on peut leverager en interne, en externe, en com, en décision, évidemment en stratégie financière. Peut-être très rapidement, et je vous laisserai le reparcourir, mais les dividendes climat, l'idée, c'est que ça se positionne vraiment comme un filtre. On n'est pas là, nous, pour créer des méthodes. Au départ, on remonte un peu en amont parce qu'il y avait jusqu'à là pas grand-chose, mais il y a des choses qui se développent. On a parlé du WPCSD, on peut aussi parler de la Avoided Emission Platform. Je ne sais pas s'il y a des gens d'ICAR qui sont, et de Cantis qui sont là aujourd'hui, mais c'est une base de données de facteurs d'émissions évités. Tous ces éléments-là, permettent de faciliter le travail de réalisation d'un claim climate dividend, mais viennent ensuite s'insérer très facilement pour que nous, on puisse venir dire on filtre, ce sorte de fil standardisant. Il y a la vérification pour lui donner encore plus de crédibilité, et ensuite il y a tout ce lien vers la partie lien financier. Donc ça se complète assez bien. L'initiative, elle a, comme je vous le disais, un peu plus de 2 ans. On a fait sur 2023 et 2024 2 ans de phase pilote avec plus d'une trentaine d'entreprises et une centaine d'investisseurs qui ont reçu des dividendes climat. Et suite à ces 2 ans de phase pilote, on a vraiment pu faire, là sur Q1 notamment, une grosse phase d'intégration de tous les retours, que ce soit les retours opérationnels, en termes de process, de discours commercial, entre guillemets, etc. Et puis des gros retours sur la partie méthodo, notamment via la tenue d'une consultation publique fin décembre 2024, auquel je sais que certains et certaines d'entre vous ont participé. Et on a eu énormément de retours. Et donc, on a pu les traiter pour venir ajuster certains, préciser certains de nos choix méthodologiques, confirmer d'autres, préciser ou aller plus loin dans certains points où on était encore incertain. Et d'avoir maintenant ce protocole V3 qui est disponible depuis mars 2025, je crois, qui nous permet maintenant, grâce à ce protocole, nos retours et voilà, toute la consolidation de ce qu'on a fait, de pouvoir entrer dans une phase de beaucoup plus grand déploiement à l'échelle, à la fois côté entreprise, investisseur, avec vraiment cette ambition de généraliser les dividendes climat comme un mécanisme qui va être utilisé donc avec une ambition internationale. Là, c'est un premier programme français qu'on teste ensemble, mais vous le savez, il y a déjà pas mal d'acteurs internationaux, que ce soit dans le comité technique, dans les utilisateurs, dans les investisseurs qui sont impliqués. Et qui puissent être utilisés à la fois sur des aspects réglementaires, dans des évaluations extra-financières, mais aussi et surtout sur le marché pour valoriser les solutions climatiques et rediriger les financements vers celles-ci. C'est dans ce contexte-là de déploiement et de généralisation qu'on a pensé le programme que je veux vous présenter, qui est vraiment l'idée de pouvoir travailler avec des partenaires pour déployer ça, et qui vient aussi, depuis le départ, nous, et j'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais notre vision, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi un statut associatif, c'est de pouvoir travailler en collaboration au maximum avec le plus d'acteurs possible, de la société civile, du privé, du public, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est relativement ambitieux, c'est de créer un peu un nouveau paradigme de la création de valeur, que l'extra-financier, et là, en tout cas, la valeur climatique soit reconnue. Ça ne peut pas se faire que dans son coin, et ça veut dire à toutes les échelles. Et du coup, l'idée de pouvoir travailler avec d'autres sur ce déploiement, c'est vraiment pour nous la base de ce qu'on veut faire. Du coup, qu'est-ce que c'est un partenaire référencé? L'idée, c'est que ça soit des cabinets de conseil ou des bureaux d'études qui connaissent déjà quand même ces sujets. Notre but, c'est pas de former les gens sur la compta carbone, mais qui pourraient accompagner les clients. Donc, ça peut être les clients. Nous, on ne les appelle pas les clients, mais vous, ce seraient vos clients. Nous, on appelle ça des utilisateurs. Que ce soit les entreprises ou les investisseurs dans les premières étapes des climate dividends. Donc,
la vérif de l'éligibilité, l'évaluation de leurs émissions évitées en respectant un protocole et un cookbook, la formalisation dans le document, le SDD, et le soutien lors de l'intervention du tiers indépendant. C'est pas d'être un tiers indépendant, mais le tiers indépendant, comme n'importe quel auditeur, il peut poser des questions. Et si c'est vous, si c'est le partenaire qui a aidé le client à répondre à remplir ça, bah, ça peut être lui qui répond aux questions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise ou un investisseur qui veut faire des dividendes climat, il va devoir remplir ce SDD et ensuite se soumettre à la validation. Et il peut soit le faire tout seul. On a de plus en plus d'entreprises qui ont quand même internalisé pas mal de ressources sur ces sujets en impact, en ESG. Et puis, plus on a des cookbooks dispo, plus ça peut être facile pour eux de le faire. Mais il y en a aussi un certain nombre qui ne savent pas comment faire, n'ont pas le temps pour le faire, ou dans le cookbook, ce qui est dit, c'est qu'il faut faire une étude, je sais pas, une enquête client pour mesurer le report modal, et donc ça, ne sont pas capables ou n'ont pas le temps pour le faire, et donc ont envie de solliciter un cabinet de conseil qui va les aider. Ou il y en a aussi déjà qui vous sollicitent déjà sur des calculs d'émissions évitées et qui ensuite viennent nous voir en disant, bah, nous, on a fait ça en émissions évitées, est-ce que ça rentre dans les dividendes climat ou pas? Et donc l'idée, c'est de se dire que, en fait, si on s'aligne un peu aussi tous ensemble, on va créer plus de valeur pour tout le monde, euh, à la fois pour les clients parce que on leur facilite le process, à la fois pour la standardisation globale des émissions évitées. Pour nous, parce que nos méthodes pourront être plus utilisées, et pour tout le monde, et pour vous, parce que ça facilite le travail, etc. Mais on reviendra sur l'intérêt. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que les utilisateurs peuvent avoir accès à des gens, et au lieu de leur demander seulement de leur faire un fichier Excel et qu'ensuite ils doivent se mettre dans tout le contexte des dividendes climat, ils pourront directement faire appel à des partenaires référencés qui pourront vraiment les accompagner dans le process. Donc c'est plus simple que juste avoir l'Excel et ensuite de devoir faire le SDD, etc. Très concrètement, l'intérêt pour un bureau d'études ou un cabinet de conseil, c'est à devenir partenaire référencé. J'en ai un petit peu parlé là. Je pense qu'il y a un intérêt opérationnel, c'est que pour vous, ça peut faciliter la mesure des émissions évitées parce qu'on vous fournit un cadre, le protocole, enfin, qui est le protocole, et des méthodes fiables et comparables qui sont ces cookbooks, qui sont déjà disponibles, et un document standardisé pour remplir tout ça. Je fais vraiment un vrai point là-dessus. Je ne prétends pas que nous sommes la perfection, qu'il n'y a rien à redire et surtout que les choses ne vont pas évoluer. Néanmoins, pour ceux qui nous connaissent, notre parti pris sur les émissions évitées depuis le départ, c'est de se dire, si on a déjà des choses qui sont quand même à un certain niveau de rigueur n'est pas qui est suffisant, qui sont comparables et standardisés et qui sont transparents, on fait déjà énormément avancer le schmilblick avec ces trois trucs. Et c'est ça, nous, ce qu'on veut garantir. Ce qui ne veut pas dire que enfin, le protocole, il va continuer à évoluer. Les cookbooks, il y en aura d'autres, ils évolueront. Et peut-être que d'ailleurs, s'il y a des méthodes internationales qui émanent, et ben, en fait, ils seront remis en cause et on adoptera ce qui existe à l'échelle internationale. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que ça facilite la tâche et en plus, ça permet d'éviter tous et toutes de réinventer en permanence des trucs qui diffèrent de trois alinéas et qui font perdre un peu de temps pour une valeur ajoutée qui se discute. Ça, c'est un peu l'intérêt opérationnel, je dirais. Après, il y a un intérêt commercial très concret, c'est que l'idée, c'est que nous, on référence ces partenaires référencés, c'est le principe, pour les utilisateurs qui souhaitent se faire accompagner. Donc, on vous mentionne, on peut aussi éventuellement penser à des choses de communication plus poussées, enfin, on fera des newsletters dédiés, mais voilà, c'est très ouvert. Et puis vous, de votre côté, ça vous permet d'enrichir vos offres, que ça soit sur des offres émissions évitées que vous pouvez déjà avoir, donc une offre un peu plus complète et qui offre plus de valeur peut-être à vos utilisateurs, enfin à vos clients, en disant on ne fait pas juste les émissions évitées, mais on va jusqu'au dividende climat, ce qui vous permettra de l'utiliser pour vos financeurs, pour votre dette, etc. Mais ça permet aussi peut-être donc ça c'est presque plus de l'upsell éventuellement si certains ne faisaient déjà des émissions invitées, ou une offre directe si certains n'en faisaient pas. Et puis, ça permet aussi éventuellement d'enrichir des offres plus sur des aspects peut-être négatifs de l'impact ou un plan de transition pour leur dire, bah voilà, il y a ce KPI très concret qu'on peut aussi faire, qui a une dimension un peu plus positive, qui peut être assez intéressante, notamment dans le contexte actuel de backlash ESG, etc. Je ne vais pas vous faire un topo, je pense que tout le monde ici a ça en tête. Nous, on a aussi pas mal de retours de gens qui, du coup, trouvent que ça fait aussi une bouffée d'air frais, un peu quelque chose qui sans dire que c'est
ça vient effacer tout ce qu'il faut faire en termes de reporting et sur les aspects négatifs. Bon, bah, c'est quelque chose d'un peu plus création de valeur positive et qui peut parfois voilà, attirer les gens et donc vous, en tant que prestataires qui doivent les accompagner, être une bonne manière de les amener, de les faire rentrer dans ces logiques. Et puis peut-être un truc un peu plus méta, et ça c'est peut-être mon côté un peu plus idéaliste, mais l'intérêt aussi de ça, c'est d'œuvrer avec nous à déployer les climate dividends, pas juste parce que c'est super les climate dividends, mais parce que l'idée et notre mission vraiment fondamentale, c'est de contribuer à standardiser les émissions évitées et les claims de contribution positive pour faire de cette création de valeur climatique un vrai truc et de contribuer à réorienter les financements vers les solutions climatiques. Et que si on essaye tout seul, c'est beaucoup trop gros pour qu'on y arrive. Et donc, si tous collectivement, on va dans ce même sens, bah, je trouve ça assez enthousiasmant et plutôt intéressant. Très concrètement, comment on devient partenaire référencé? Il faut suivre une formation qu'on va cette année organiser en coalition, en partenariat, je ne sais pas très bien comment dire, Arnaud, tu me corrigeras sur le terme exact pour les prochaines fois, avec Act Solutions. Et donc, on forme des personnes, des individus. Ce n'est pas un cabinet qui est formé ou un bureau d'études. L'idée, c'est que, comme je le disais au préalable, il faut connaître les sujets de comptabilité carbone et d'émissions évitées, enfin, quand même les grandes lignes. L'idée, c'est qu'on va pas, c'est pas un cours de compta carbone, puisque vous le voyez, c'est une formation d'une journée qui va être beaucoup plus sur, OK, bah, c'est quoi le process des dividendes climat, donc à la fois le protocole, les règles méthodo, les cookbooks, très précisément, mais aussi tout le process, les règles d'éligibilité, de remplissage de SDD, qu'est-ce que le vérificateur va venir regarder pour pouvoir vraiment accompagner votre client là-dessus. Et donc l'idée, c'est que la formation, c'est une formation d'une journée en présentiel, mais ensuite on proposera un mentoring spécifique sur les 3 premiers SDD, les 3 premiers accompagnements clients, pour que vous ayez vraiment et vous, la possibilité de nous faire aussi des retours, ce qui nous permettra de nous améliorer au fur et à mesure, et puis que vous ne soyez pas lâchés dans le vide directement là-dessus. C'est une formation qu'on va donc réaliser avec Act Solutions, donc c'est finançable par les OPCO là-dessus. Le tarif, c'est 1 500 €, si je ne me trompe pas, qui comprend la formation et le mentoring, évidemment. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes un partenaire référencé, ça sera valide. On demandera sûrement un renouvellement annuel quand même, juste pour vérifier qu'on vous tienne au courant des actualisations, des nouveaux cookbooks qui sortent, des éventuels ajustements du protocole, donc un petit webinaire d'update. Et a priori, plutôt le fait de pouvoir prouver que vous avez au moins une mission réalisée pour être sûr que voilà, ça reste mis en pratique, puisque l'idée, c'est que ça soit utilisé. Ça, sauf si changement majeur du protocole, typiquement une V4, ce qui n'est pas prévu d'arriver non plus tous les 4 matins. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y aura pas de V4 en 2025, voire même dans les 12 prochains mois. Donc, c'est juste pour garder l'idée. Voilà pour ma présentation. J'en ai fini là-dessus. J'ai brossé pas mal de sujets. J'espère que c'était clair. Je vais peut-être enlever mon partage d'écran pour voir s'il y avait des premières questions. Et effectivement, comme Lorraine l'a mis, l'idée, c'est peut-être que ça, dernière précision, c'est de lancer une première session de formation de certains partenaires référencés en juin, avec une quinzaine max, je pense, de personnes. On en fera peut-être d'autres s'il y a plus de monde qui sont intéressés, évidemment. Et du coup, voilà, s'il y en a certains qui sont intéressés, qui savent qu'ils sont intéressés, si vous pouvez répondre au sondage dans le chat pour mettre les dates auxquelles vous êtes potentiellement disponible. Ce n'est pas contractuel, mais comme on va essayer de fixer une date, ce ne sera jamais parfait. Voilà, c'est pour la première session, mais il y en aura évidemment, enfin j'espère, d'autres si ça fonctionne bien ensuite. Je vois qu'il y a... Ouais, Laura, ouais, il y avait plusieurs questions dans le chat. On peut terminer donc sur ce webinaire sur la partie questions et réponses si ça te convient. A priori, c'est pas bien. J'ai l'impression que ça a été plutôt bien compris, donc c'est chouette. Peut-être une précision. À un moment, tu as parlé de prêt ESG. Est-ce que tu peux préciser ce que ça signifie? Bien sûr, oui, je suis allée un peu vite et merci de me donner l'opportunité de préciser ça. Il y a un certain nombre de banques qui maintenant proposent, sans forcément que ça soit... Alors, pardon.
bam, rewind. Rewind et j'ai arraché ma bout d'oreille par la même occasion. Superbe, c'est pas grave. Donc il y a ce qu'on appelle les Sustainability Link Bonds que certains d'entre vous doivent connaître, qui sont fixés avec des objectifs de KPI ESG, dans lequel il peut régulièrement y avoir les émissions évitées. Donc ça, typiquement, les dividendes climat pourraient être un KPI qui servent pour ça. On travaille là-dessus, mais comme c'est des longs délais, souvent, la plupart du temps, là, les entreprises avec lesquelles on travaille avaient déjà un KPI, donc on travaille pour les prochains renouvellements. Mais ce à quoi je faisais plus particulièrement référence, c'était quelque chose de peut-être un peu moins grand groupe et nécessairement, qui étaient des prêts qui sont accordés par des entreprises, par des banques à des entreprises, donc soit notamment par exemple dans un cadre de LBO ou juste de prêts de financement plutôt de l'entreprise, et dans lequel il y a une partie ESG, donc le taux d'intérêt est en partie dépendant de certains critères ESG. Qui permet donc de négocier un peu le taux d'intérêt en fonction de l'atteinte de certains critères ESG. Et traditionnellement, comme un peu partout, ces critères ESG sont fixés sur des critères d'impact surtout négatif, de décarbe, bilan carbone, peut y en avoir d'autres, hein, mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que jusqu'à là, les banques n'étaient pas forcément très favorables au fait de fixer des objectifs émissions évitées parce qu'elles ne savaient pas forcément trop comment le contrôler derrière, l'assurer, des enjeux de standardisation, etc. Et que là, le fait d'avoir un dividende climat comme KPI, qui est donc une démarche beaucoup plus standardisante, qui bénéficie déjà de cette vérification par le tiers, qui est transparente, ça rend ça beaucoup plus acceptable. Et donc, on a certains utilisateurs qui ont utilisé ces KPI dans leurs critères ESG pour leurs prêts. Et donc, ça a eu un double intérêt. Un, ça leur a permis d'obtenir, en tout cas, ça alimente l'obtention de ce prêt ESG qui leur permet de négocier leur taux d'intérêt. Donc, c'est un intérêt financier très direct. Et l'autre, c'est que beaucoup d'entreprises banques qui proposent ça, proposent également des frais un peu de conseils pour la définition, la mise en place et derrière le monitoring de ces critères. Et là, en l'occurrence, ils ont pu dire, ce critère-là, vous n'avez pas besoin de nous rajouter des frais derrière parce qu'il est déjà bien audité, tout est déjà mis en place. Donc, ça diminue aussi un peu le frais à payer à la banque. J'espère que je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Eh bien, peut-être que Parce que si ça l'est pas, vous pour pouvez avoir dans le intervenir. chat, on pourra repréciser. J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire déjà. Bon, merci beaucoup, c'est très clair. Donc c'est bon, Laura. C'était une explication claire. Je reprends les commentaires du moins récent au plus récent. Donc il y a peut-être déjà des questions auxquelles on a répondu. Les dividendes climat seraient-elles applicables à des agriculteurs plutôt que vendre la séquestration carbone pour appeler à investir dans leur ferme en échange de dividendes climat? Alors, du coup, pour répondre à cette question, peut-être une petite précision. Donc, les dividendes climat, ils sont vraiment distribués. Et donc, il y a un distributeur, un récepteur. Le distributeur, c'est vraiment la personne qui propose la solution climatique. Donc, la solution qui permet soit de faire des émissions évitées, soit de la séquestration carbone. Et ensuite, ils sont distribués à des financeurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, en théorie, un agriculteur qui a quand même une entité juridique, s'il mesurait un impact et prouver qu'il séquestrait du carbone par son activité, pourrait proposer éventuellement à des gens qui investissent en capital dans son activité de récupérer des dividendes climat en échange. Sur le principe, tout à fait. Néanmoins, aujourd'hui, on a un critère, mais qui est temporaire, mais en gros, on couvre pas tous les cas de séquestration carbone, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien faire et que on préférait faire étape par étape. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on appelle nature-based solution, on les couvre pas. Et en fait, on ne couvre les cas de séquestration carbone que supérieurs, quand on peut prouver qu'il y a une permanence de ce cas supérieure à 100 ans. On fait pas du tout ça parce qu'on pense que le reste des séquestrations sont pas bonnes ou que la séquestration de carbone dans les sols via l'agriculture est inutile. Au contraire, mais c'est juste que ce sont des sujets assez complexes qu'on n'a pas encore eu suffisamment de temps, de bande passante, d'expertise pour suffisamment les traiter. Donc aujourd'hui, on ne traite pas très bien cette question, Gaëlle, si je ne me trompe pas, mais c'est plus par pragmatisme que par idéologie et peut-être à l'avenir que ça pourra être adressé.
Merci Laura. Je continue les questions parce que je vois qu'il reste un quart d'heure et il y en a pas mal. Ensuite, on avait une question de Guillaume. La méthode d'évaluation des émissions évitées séquestrées est-elle très contraignante? À combien de temps estimez-vous cette phase et l'ensemble du processus? Ouais, alors ça, c'est la question à 100 000 euros ou à plus. C'est très variable. Effectivement, j'ai pas laissé on a des délais, on met des délais approximatifs. En fait, combien de temps ça dure, c'est extrêmement variable parce que ça dépend énormément de la complexité de la méthode. Je vous donne un exemple simple. Les ENR, c'est assez facile parce que on compare à des mix moyens, c'est quand même des données qui sont assez facilement accessibles. Quand vous faites, je sais pas, un truc d'économie circulaire avec des tonnes d'effets rebonds, de trucs de comportement, etc., c'est plus complexe d'aller collecter des données, de préciser. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a des boîtes où elles ont déjà énormément de collecte de données, des boîtes ou des fonds, hein, à nouveau, des utilisateurs, hein, qui ont déjà énormément une habitude de collecter plein de données structurées, et d'autres où il n'y a rien du tout. En fonction de ça, on peut être sur des durées quand même très, très variables. Euh, Néanmoins, en moyenne, éligibilité, évaluation, ça peut prendre entre une semaine, si tout est déjà très très rodé, et 6 mois si on se doit lancer des énormes questionnaires clients dans tous les sens, etc. Et on est plutôt entre 1 et 3 mois, on va dire, dans un temps réel. Donc la méthode, est-ce qu'elle est contraignante? Oui, elle est quand même relativement contraignante parce qu'on est assez euh, rigoureux, mais en même temps, justement, on travaille énormément avec les cookbooks, avec le partage de données le maximum en open source, pour que ce soit le plus simple possible. Et nous, notre positionnement, c'est de trouver vraiment ce bon curseur entre rigueur et applicabilité. On ne veut pas faire un travail de recherche, on veut faire un truc qui soit utilisable et réellement pilotable par les entreprises. Voilà, donc c'est une ligne de crête, pas toujours évidente, mais pour l'instant, les retours étaient plutôt encourageants sur le fait qu'on trouve une ligne de crête assez satisfaisante, mais ce sera en permanence à ajuster, évidemment. Parfait, merci Laura. Êtes-vous en discussion avec des banques pour utiliser votre méthode pour flécher leur financement? Oui, en gros, euh, deux niveaux. Bah, il y a le premier niveau qui est un peu ce que j'ai expliqué sur les côtés pré-ESG. Donc ça, ça c'est plutôt l'utilisation du dividende climat comme un KPI. Et ça, on discute avec plusieurs banques, bah, notamment le LCL qui est une des banques qui a déjà fait ça, mais le Crédit Coop que ça intéressait aussi pas mal, et d'autres. Euh, et après, l'autre élément, c'est que pour ceux qui connaissaient les dividendes climat avant le 15 mars 2025, jusqu'à là, on parlait vraiment que des actionnaires. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, on vient regarder les émissions vérifiées, évitées, vérifiées par un tiers indépendant. Ça permet d'émettre, pour l'instant, on appelle ça encore des dividendes climat. Et ensuite, on vient faire un split equity dette, comme les recommandations du PICAF, si certains connaissent, qui est donc un peu l'équivalent du GHG protocole pour tout ce qui est banque et même gros financier. Et donc, on regarde equity vs dette, et ensuite, au sein de l'equity, au prorata de la détention de capital, vous distribuez des dividendes climat. Et l'idée, c'est que la dette, on ne va pas leur distribuer des dividendes parce qu'on veut garder la métaphore financière. Et donc, on est en train de travailler juste sur la bonne terminologie. Ce sera peut-être des climate coupons ou voilà. Cette phrase est non contractuelle puisque c'était en cours de développement. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir aussi un truc qu'on attribue aux actionnaires, aux debt holders, aux banquiers, pardon. Puisque la métaphore, c'est vraiment de se dire, je suis une entreprise, je crée de la valeur, comme je fais de la marge, quand je crée de ma marge, bah, je rembourse des taux d'intérêt à mes banquiers, et puis après, je distribue des dividendes financiers. Là, c'est un peu pareil. Je crée de la marge climatique, ma contribution climatique positive, et j'en distribue une preuve à mes banquiers et une partie en dividende climat à mes actionnaires. Donc, il y a pas mal de choses qui se développent sur ces trucs. C'est beaucoup moins avancé, mais c'est en cours. Parfait, merci Laura. Existe-t-il des équivalents des dividendes climat dans d'autres pays? Avez-vous déjà pensé à une harmonisation au moins au niveau européen? Ouais, alors du coup, donc comme je le disais très rapidement à la fin, enfin la démarche des dividendes climat, elle est vraiment pas vocation à être franco-française. Pour être très honnête, j'ai
fait la traduction de la présentation en français pour vous, parce qu'aujourd'hui c'était avec l'ADEME. Mais du coup, donc voilà, ça a vraiment pas vocation à être franco-français. Donc et sur les méthodes et sur les trucs. Et l'idée typiquement, c'est que ce programme partenaire référencé, on va aussi essayer de le faire avec des acteurs qui soient pas juste français. Euh, et donc, il y a tout à fait des harmonisations qui sont vocation. À notre connaissance, il n'y a pas d'équivalent des dividendes climat dans d'autres pays. Il y a plein de gens qui travaillent sur des méthodologies, et ça, mais pour nous, c'est plus des partenaires qui vont nous aider à faciliter la mesure. Il y a des gens ou des initiatives qui travaillent sur la réglementation, que ce soit la CSRD, la SFDR, voire même de l'extra-financier comme du SBTI, etc. Mais des gens qui font ce filtre standardisant avec une sorte de vérif, un peu comme un CAC sur des comptes, et ce lien tangible de l'allocation du capital, à ma connaissance, il n'y en a pas. Je peux me tromper, hein. Euh, mais de toute façon, voilà, nous, on voit plus un écosystème de partenaires dans lequel nous, on arrive à créer ce lien. Mais s'il y a des choses que certains d'entre vous, certaines ont entendu parler, ravi d'en savoir plus et de pouvoir collaborer. Mais à ma connaissance, il n'y a pas. Très clair. Merci. Une question pour l'ADEME. Est-il prévu de lier le référencement d'évaluateurs ACT et le référencement des partenaires dividendes climat? Ce sont deux formations qui sont indépendantes, donc un référencement différent. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Ouais, Laura, je te après, laisse. peut-être, ouais, je sais pas, enfin, je parle sous ton contrôle, Arnaud, hein, mais pour l'instant, effectivement, comme c'est le début, c'est deux choses qui sont différentes. Après, on a bien en tête aussi de créer des ponts, des passerelles, voire des packages, hein, pourquoi pas. Mais surtout, pour ça, on travaille globalement avec les équipes d'Act. Aussi sur les cohérences déjà sur les aspects méthodaux pour voir aussi comment demain les dividendes climat pourraient s'insérer dans des logiques, dans la logique ACT, pour aller plus loin, pour compléter, ou sur une partie plutôt pour les enablers, ou etc. Donc il y a pas mal de réflexions un peu, on va dire, plutôt méthodo et techniques qui vont nous permettre ensuite de créer encore plus de liens, que ça soit pour les entreprises ou pour les accompagnants des entreprises dans ces démarches. Si ça te va, Arnaud, ou... Oui, bah pour compléter, là, en fait, on est aux prémices, hein. C'est les premières étapes d'une collaboration qu'on aimerait effectivement de plus en plus dense. C'est aussi pour ça qu'on voulait en lancer quelque chose rapidement et que, alors, il y a une proposition de valeur qui aujourd'hui est circonscrite à un cadre qui est celui que Laura a présenté. Effectivement, à terme, on aimerait aller plus loin. Ça va demander aussi plus de temps parce que l'intégration potentiellement dans les méthodos, bah, c'est quelque chose d'un peu plus structurant. Donc, on va essayer d'y aller étape par étape. L'idée, c'est aussi de voir la manière dont vous allez réagir à tout ça. L'intérêt que vous allez montrer va aussi permettre derrière de densifier le partenariat. Donc voilà, l'idée, c'est on y va étape par étape. Là, c'est une première pierre qu'on pose sur ces fondations. Et nous, on va tirer les fils au fur et à mesure ensemble parce qu'on trouve qu'il y a une cohérence. Et évidemment, on vous informera de la manière dont tout ça va évoluer dans le temps. Donc première brique là ensemble. Et puis, si tout ça fonctionne très bien, on tirera les fils d'autant plus vite. Merci pour vos réponses. Il reste 7 minutes. Je pense qu'on va devoir sauter Ouais, des est-ce que petites questions. ouais, est-ce que Laurent, tu veux, comme je les vois, les questions, est-ce que tu veux que j'y réponde direct, comme ça je gagne un peu de temps? Eh bien, si tu veux, on peut faire comme ça. J'essaie de répondre aussi dans le chat au fur et à mesure. Ok. Mais à ce moment-là, on peut faire ça comme ça. Je réponds aux autres Ouais, en je peux attendant. répondre Ouais, assez on va gagner un peu rapidement de sur temps. certaines. Donc pour Decathlon, l'activité de Decathlon qui a été évaluée, c'est la partie vente de vélos de ville qui aide à la décarbonation des transports en ville. Ils explorent d'autres choses, notamment sur les aspects de dimension plus de circularité, mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est la seule activité qui est valorisée. Et c'est typiquement par rapport au cas où je disais au départ, voilà, ils ont une démarche globale et les dividendes climat, c'est une petite partie. C'est aussi pour ça que on pousse pour des ratios qui comparent bilan carbone, dividende climat, etc. Et pour pas juste les dividendes climat tout seuls, un peu en silo, qui peuvent prêter à confusion. Je vais répondre du coup un chouïa plus vite, mais je serai tout à fait disponible pour répondre plus en détail ensuite s'il y a besoin, hein. Voilà. Euh, sur la partie cookbook, donc les cookbooks, un cookbook, c'est une méthode sectorielle. Aujourd'hui, il y en a le nombre exact, parce qu'on est certes, on est en train de finaliser certains et tout, mais il y en a entre 7 et 10. Et en tout cas, ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est que cette année, on a 4 gros focus sectoriels. Les ENR, l'énergie thermique, la rénovation dans le bâtiment
et la mobilité avec des sous-trucs, vélo, rail et véhicules électriques. Typiquement, juste, j'ai vu une question, pas dans la question, mais la conversation sur la Net Zero Initiative. Typiquement, sur la mobilité, on reprend la boîte à outils mobilité de la Net Zero Initiative, cette approche qui est très bien. On vient juste expliquer un peu plus très précisément comment l'appliquer parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait source d'interprétation et la sous-diviser pour que ça soit encore plus facile opérationnellement à utiliser quand on est dans le vélo, quand on est dans le rail, quand on est dans les charging. Et nous, ce qu'on cherche vraiment à dire, c'est ce qu'on fixe dans les cookbooks, c'est surtout qu'est-ce que vous devez mesurer en émission induite, mais surtout le scénario de référence, la clé d'attribution, etc. Donc, la méthode empreinte peut souvent être utilisée comme base pour permettre de faire les émissions induites, mais ensuite, il y a toute la partie émissions évitées qui n'est pas directement liée à la méthode empreinte. Mais j'ai un call prévu avec les gens de la méthode empreinte dans pas si longtemps que ça, je crois, en plus. Sur la partie les entreprises qui investissent dans des projets de plantation d'arbres qui peuvent comptabiliser ça pour émettre des dividendes climat, non, puisque ce qu'on cherche vraiment à regarder, enfin, ceux qui émettent des dividendes climat, c'est ceux qui agissent, qui vendent la solution. Donc à la limite, ça pourrait être ceux qui font le projet de plantation d'arbres pourraient émettre en théorie des dividendes climat à leurs actionnaires, un peu comme l'histoire de l'agriculteur que j'ai expliqué tout à l'heure. Néanmoins, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, l'agriculteur, la plantation d'arbres, c'est du nature-based solution qu'on ne couvre pas à date. Donc, ça ne marcherait pas, en tout cas, pas parce que conceptuellement ça ne marche pas, mais juste parce que nos critères aujourd'hui font qu'on ne sait pas trop le gérer. Et j'en profite vraiment bien pour dire qu'aujourd'hui, les dividendes climat, ça peut être complémentaire des crédits carbone, mais c'est pas quelque chose, c'est pas comme un crédit carbone, c'est pas un actif tangible qu'on vend, ça rentre pas dans des logiques de compensation pour qui que ce soit. Du coup, je viens de voir la question d'après, c'est parfait. Sur le label bas carbone, donc peut-être je fais un mini point sur les crédits carbone, parce que c'est peut-être un peu important. Juste, vous voyez peut-être un crédit carbone, enfin, le schéma que je faisais tout à l'heure, en disant une entreprise, elle a besoin d'investissement en capital pour financer son entreprise, vendre sa solution. Et si cette solution, c'est une solution climatique, elle fait de l'argent et de l'impact. Et à l'échelle de l'entreprise, elle peut dire, j'ai gagné tant d'argent, j'ai fait tant d'impact. Si elle veut retranscrire ça vers l'investisseur, dividende financier, dividende climat. Jusqu'à là, il n'y avait rien. Ce mécanisme-là, ça ne change rien si au lieu de vendre votre pompe à chaleur directement, vous vendez des pompes à chaleur. Vous vendez des crédits carbone, pardon. Puisque un crédit carbone, ce n'est que, et je dis pas ça en mode c'est mal, mais ce n'est qu'un actif tangible qui vous permet de sécuriser vos revenus et votre impact. Mais à la limite, c'est presque une stratégie marketing pour votre entreprise, une stratégie de go-to-market. Que vous ayez vendu la pompe à chaleur ou vendu un crédit carbone direct, à l'échelle d'entreprise, vous pouvez dire j'ai gagné tant d'argent, j'ai fait tant d'impact. Si vous voulez retranscrire ça vers les investisseurs, c'est là où les dividendes climat viennent s'insérer. Donc, la méthode d'évaluation de l'impact, idéalement, elle est la même. On reconnaît d'ailleurs certaines méthodes du label bas carbone, pas toutes parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas dans des approches ACV, c'est vraiment d'analyse cycle de vie, mais on a qu'on reconnaît. En revanche, les mécanismes peuvent être complémentaires. Et comme en plus, de toute façon, même si c'était votre investisseur qui avait touché un dividende qui rachetait le crédit carbone, ce qui est quand même peu probable, comme il ne peut pas compenser, il ne pourrait pas déduire deux fois. Donc dans tous les cas, il n'y aurait pas de fraude ou quoi que ce soit. Et le dernier point, je pense, qui est important à avoir en tête sur les crédits carbone, c'est un peu long, mais je pense que c'est quand même un point important, c'est qu'un crédit carbone, c'est uniquement pour des projets qui peuvent prouver leur additionnalité financière. En gros, sans les crédits carbone, ils n'arriveraient pas à financer leur activité. Ce qui est très important puisque c'est justement dans cette logique de potentiel compensation, etc. Le dividende climat, ce n'est pas du tout le cas. Un dividende climat, c'est juste une mesure d'une création de valeur climatique, d'une contribution climatique positive. Que vous ayez du mal à le financer ou pas, ce n'est pas mon sujet. Puisque moi, je considère qu'une entreprise qui fait un truc positif pour l'environnement, elle devrait être plus attractive et valorisée qu'une qui ne le fait pas, même si elle arrivait déjà bien à se déployer. Et donc, le scope de projets, d'activités qui sont éligibles au dividende climat, ils sont beaucoup plus larges que celles des crédits carbone. Il y a un overlap sur lequel il n'y a pas de problème, comme je l'ai expliqué, mais en plus, c'est beaucoup plus large. Et du coup, peut-être très rapidement pour finir, je vois juste des questions sur la formation, peut-être plus précisément. A priori, oui, la première session de la formation, elle sera en présentiel, une journée de formation
en ligne, c'est un peu long. Et elle sera sur Paris. Je ne suis pas, moi, personnellement basée à Paris, donc je sais que ça peut être un peu pénible. Après, s'il y a plein de gens dispo et motivés dans une autre ville, on peut tout à fait envisager d'autres choses. Mais voilà, elle sera a priori plutôt en présentiel en juin, mais on trouvera ensuite voilà, à ajuster évidemment de manière si on a des retours dans d'autres sens. Euh, et, euh, et enfin, par rapport à la question d'Agathe sur la partie vraiment partenaire référencé, a priori, on n'a pas prévu d'être rapporteur d'affaires, c'est pas le sujet. En revanche, effectivement, le renouvellement annuel du référencement, lui, il sera facturé un petit coût qu'il faut qu'on définisse pour faire ce webinaire d'update, des éventuels accompagnements, un petit peu si besoin, etc. Et d'autres activités, par exemple de com, si ça peut être pertinent. Donc c'est plus l'obtention enfin, le maintien du statut de partenaire référencé. Il y aura sûrement voilà, une petite facturation annuelle de renouvellement, plus que d'être en apporteur d'affaires. Voilà, honnêtement, de manière hyper transparente, c'est des choses qui peuvent aussi s'ajuster et évoluer. Comme l'a dit Arnaud, on est aux prémices de beaucoup de choses, donc on a des idées, on a plein de bases, mais ce sera aussi un peu du test and learn, hein. Et donc voilà, il faut rester très humble. Et s'il y a des choses où vous nous dites, ah ouais, on est super chaud, mais ça c'est vraiment une très mauvaise idée, bah très ouvert. S'il y a des très bonnes idées aussi, vous pouvez le dire, évidemment. Voilà, je sais pas si j'ai pas eu le temps de tout reprendre, mais j'ai essayé de faire le plus possible. Mais je vois l'heure, donc je pense qu'on va s'arrêter, Laurent. Ouais, je reprends la main, Laura, si ça te convient. Merci beaucoup pour la présentation. C'était clair et ça suscite des questions. Donc éventuellement, on pourra peut-être voir pour diffuser un contact s'il y a d'autres questions pour y répondre. C'est toujours un peu le problème des webinaires comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de questions et donc on est contraint par le temps. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé. C'était très chouette de vous avoir. On est heureux d'avoir lancé cette première édition de webinaire en partenariat avec Climate Dividends et la présentation de Laura. Donc merci à tous, on vous transmettra toutes les ressources par mail plus tard, dans quelques jours. Et puis en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. On est évidemment à votre disposition. Et Donc Laurent, merci je à me permets tous. Oui, juste de compléter que dans le mail de réception, vous aurez du coup un lien pour vous inscrire à la formation si ça vous intéresse. tout à fait. Du coup, il n'y aura pas 40 000 places au départ, donc s'il y en a qui sont intéressés assez rapidement, bah, ce sera a priori premier arrivé, premier servi. Enfin, dans Tout à une fait. règle très basique. Bon, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous encore et très belle journée à tous. Au Merci revoir. tout le monde. Merci.